Bien, j'ai le plaisir de vous présenter Serge Pantzou, qui a accepté de venir nous parler de l'impact des nouvelles technologies dans la fonction RH, et je l'en remercie. Serge Pantzou, qui pourra compléter sur ce que je vais dire, et au niveau de son parcours, est actuellement vice-président responsable des ressources humaines de Edward Life Science. Il a travaillé précédemment comme DRH auprès de Serono, et puis d'autres expériences du même type dans des grands groupes internationaux. Et il est aussi l'auteur d'un ouvrage dont il va nous parler, qui s'appelle La Next Generation dans l'entreprise, qui est paru il y a 1 an, je crois. Et donc c'est un spécialiste du sujet. Et encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Au dernier rang, vous m'entendez? C'est bon, j'ai pas besoin de micro parce que c'est souvent une contrainte. Merci de m'accueillir parmi vous. On va passer quelques minutes ensemble. Alors, merci pour l'intro. Donc, effectivement, je travaille actuellement dans une entreprise qui s'appelle Edwards Life Science, qui est leader mondial dans les valves cardiaques. J'ai toujours l'habitude de dire que j'espère que vous n'aurez jamais à utiliser un de nos produits. Mais si un jour, malheureusement, vous deviez utiliser un de nos produits, j'espère que ça se passera bien. Donc, on est spécialisé dans la chirurgie cardiaque et dans le remplacement des valves. C'est une entreprise qui a 50 ans aujourd'hui. Auparavant, je travaillais chez Serono. J'ai toujours du mal à dire Merck Serono, donc excusez-moi. Donc je dirais Serono, que j'ai quitté en 2007. Et effectivement, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, grandes et petites, mais Air France, Manpower. J'ai travaillé dans la défense chez Thales. J'ai travaillé ici, en France, en Angleterre. Et mon métier m'a amené à m'interroger sur un certain nombre de questions, et celle d'aujourd'hui est aujourd'hui une question fondamentale, qui est en quoi les nouvelles technologies impactent le métier ressources humaines. Et je vais l'aborder de manière assez vaste. Je vous propose déjà nous allons passer un peu de temps pour parler des ressources humaines, parce que je crois que c'est intéressant de se dire déjà, d'essayer d'apporter une définition. Puis après, on va voir le changement que nous sommes en train de vivre. Et puis, on s'interrogera aussi sur l'image de la fonction ressources humaines, et notamment l'image de la fonction ressources humaines vue par des gens qui sont aujourd'hui dans ce que l'on appelle encore les nouvelles technologies. Et j'espère qu'on pourra avoir un dialogue, et j'essaierai de terminer en donnant 2-3 pistes sur l'évolution de ce métier, l'évolution de notre métier, mais peut-être la disparition prochaine de ce métier, c'est une grande question. Et voilà pour l'agenda. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, levez-vous, criez, posez la question. Je peux m'interrompre à tout moment. Alors, je vais pour avancer. Voilà. Il y a déjà. D'accord. Voilà. Premier élément, si on parle de nouvelles technologies, on est mort. Voilà. C'est-à-dire que déjà, si on se met dans l'idée qu'il y a des nouvelles technologies, on a pris un train qui est déjà parti en retard. Et ce train, il ne peut plus arriver à l'heure. Donc déjà, la première, le premier élément et le premier constat, quand je parle aussi à tous ceux que l'on appelle la Next Generation et avec qui j'ai la chance de travailler, voilà, oubliez les nouvelles technologies, ça n'existe plus, c'est terminé. Il y a de la technologie, il y a des évolutions, elles évoluent bien plus rapidement que notre cerveau, donc enlevons le côté nouveau et essayons de voir en quoi ces changements dans l'information, ces changements dans la façon de travailler vont changer quelque chose de fondamental dans l'entreprise que l'on appelle le pouvoir. On va réfléchir à cette notion de pouvoir qui, pour moi, est au centre de cette question. Alors, je vais tout faire, mais je vais éviter de vous parler de technologie. Je vais vous parler de pouvoir, je vais vous parler de politique, je vais vous parler de jeux d'influence, d'un certain nombre de choses, mais on ne va pas parler technologie. Alors, quand on se pose la question de la fonction RH, et quand j'ai la chance d'être confronté à mes collègues RH ou d'intervenir, alors on a plein de questions. À quoi sert la fonction RH? Alors,
on arrive à, elle fait comp and ben, elle fait du talent development, elle fait de l'organization development, elle fait du recrutement, elle fait de l'administration, elle fait... Ok. Tout cela n'a aucun intérêt. Zéro. Tout ce que l'on met aujourd'hui dans la définition de la fonction RH n'a aucun intérêt si on n'a pas compris une chose, si on n'a pas accepté une chose, si on n'a pas communiqué une chose, et si on n'est pas fondamentalement convaincu d'une chose. La fonction ressources humaines est une fonction de pouvoir. Il m'arrive d'enseigner avec des jeunes étudiants qui viennent dans un master à Paris, et je leur dis, mais qu'est-ce qui vous a amené ici ? Pourquoi vous voulez travailler dans les ressources humaines ? Et puis, vous connaissez probablement cette superbe réponse que tout le monde donne, je veux travailler dans les ressources humaines parce que j'aime les gens. Et là, je leur dis, là, vous êtes carrément mal barrés. Vous êtes carrément mal barrés parce que c'est pas notre métier. Et malheureusement, pendant des dizaines d'années, pendant même plus, on a entretenu cette espèce de fantasme. Nous, dans les ressources humaines, on aime les gens. Ouais. Alors déjà, c'était très méchant par rapport aux autres. Hein. Parce que ça veut dire que les autres, ils les aiment pas. Déjà, alors on se met une espèce de piédestal. Nous, on aime les gens, donc les autres, ils aiment je sais pas trop quoi, etc. Donc on s'est un peu isolé et alors ensuite on s'est collé une autre image. On fait de l'assistanat, on est des assistantes sociales un petit peu améliorées. On est là pour être gentil, on est là pour caresser, etc., etc. Mais on a complètement oublié une chose. Et le débat que l'on aura tout à l'heure, c'était le rôle stratégique. Stratégie, c'est pas j'aime les gens. Stratégie, c'est pouvoir. Quand on me dit la fonction ressources humaines doit prendre une place stratégique et vous êtes là pour aimer les gens, je dis quelque part on n'est pas bien connecté. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas respecter. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre en compte la dimension humaine. C'est mon métier. Je dois prendre en compte la dimension humaine et faire un lien entre la performance d'une organisation et cette dimension humaine. Mais je ne suis pas payé pour aimer les gens. Encore pire, c'est que souvent, on nous a dit les financiers, ils sont là pour faire de l'argent, donc ils s'intéressent à l'argent. Là, c'est clair. Les gens de la production, ils s'intéressent à la production. C'est clair. Les gens des ventes, ils s'intéressent aux ventes. C'est clair. Les gens des ressources humaines s'intéressent aux gens. Non. Non. Les premières personnes dans l'entreprise qui doivent s'intéresser à la dimension humaine, ce sont les managers. Point. Quand vous regardez le nombre de personnes qu'un DRH manage directement, j'en manage 19. Quand j'étais, parce que je ne suis pas un DRH de nature ou de culture, je suis né professionnellement dans les ventes, il m'est arrivé de manager 300 personnes. Voilà, quasiment 20 fois plus. Donc mon impact humain était 20 fois plus important. Donc la fonction managériale est vraiment celle qui doit s'intéresser à l'humain. Nous, on doit l'aider. Et le problème, c'est qu'on s'est mis dans cette superbe définition, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on gère toute une série de problèmes qu'on ne devrait pas gérer, et on ne gère pas toute une série de problèmes qu'on devrait gérer. Donc on est un petit peu gêné. Puis, on est dans une fonction politique. Ça, il faut l'accepter aussi. Politique, ça veut dire quoi ? Gestion de la cité. Voilà. Notre métier, c'est la gestion de la cité. La cité étant, en l'occurrence, une entreprise. Mais le métier politique, c'est un vrai métier. Pouvoir politique. Sans ces deux dimensions, tout ce que vous construisez en termes de ressources humaines aura pas ou peu d'impact. Un système de rémunération est un choix de pouvoir et c'est un choix politique. Un système de recrutement, c'est un choix de pouvoir et c'est un choix politique. Etc., etc., etc. Tout est ramené à ces deux éléments. Et de l'affirmer, alors quelquefois ça fait « Ouh là là, mais comment il peut dire ça ?» Il y a 20 ans, les financiers, c'était des comptables. Aujourd'hui, ils gèrent les entreprises. Parce qu'ils ont tout simplement saisi un environnement qui a permis
de dire qu'une fonction basée sur des chiffres devient une fonction de pouvoir et est fondamentalement une fonction politique. Alors pourquoi nous, DRH, devrions-nous être un peu les gentils de l'histoire et donc ne pas participer à un certain nombre de discussions, tout simplement parce que l'on ne s'est pas positionné de cette façon-là. Et j'ai toujours l'habitude, c'est un de mes anciens boss qui me disait ça, si tu n'es pas invité au dîner, c'est que tu fais partie du menu. Voilà. Donc, dans l'entreprise, dans les comités de direction, qu'ils soient globaux, qu'ils soient locaux, qu'ils soient des équipes de management, si la fonction RH n'est pas invitée, c'est qu'elle est au menu. C'est pas forcément très agréable. Donc voilà le cadre dans lequel on s'intègre, où j'aimerais que tout le monde s'intègre. Et je vous dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est risqué, c'est prendre des risques d'organisation, c'est prendre des risques personnels, mais c'est probablement la seule façon aujourd'hui d'affirmer ce que des dizaines, des centaines d'écrivains ont mis. Ah, on va être HR Business Partner. Quelle connerie! Quelle connerie! Ils ont vendu des centaines, des milliers de livres là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de dire, à un moment donné, on va être comme le business, on va servir le business. Eh oui, on va servir le business. Marquis de Sade. On se met dans une relation sadomaso. On va essayer de comprendre le business. Oh, business. Petite anecdote. Quand j'ai fait un petit peu de ressources humaines et puis je suis repassé sur le terrain. C'était à Genève où je gérais Air France pour la région Europe centrale. Et vous savez, quand vous arrivez sur un poste, vous lisez des documents. Et puis je commençais à lire toute une série de documents de mon prédécesseur. Et puis je vois un document écrit sur la formation commerciale, un truc de bien fichu, hein, 8-9 pages. Puis ça faisait 6-8 mois que je remanageais des équipes de vente à l'international. Et je dis, celui qui a écrit ce document-là, c'est vraiment un abruti. Il ne comprend rien au terrain. Je retourne, c'est moi qui l'avais signé 4 ans avant. Énorme choc. Parce que même si vous avez l'impression de comprendre le terrain, même si on a cette impression, on ne l'est pas. Et on ne le sera pas sauf à l'être. C'est pour ça que je dis toujours à mes HR, la meilleure chose que vous puissiez faire pour la fonction HR, c'est de la quitter. C'est de rentrer dans le business et après de revenir. Vous apprendrez des choses. Donc, on n'est pas des HR business, on n'est pas des business partners. On doit affirmer une différence et valoriser le business avec cette différence. Pas essayer de faire pareil qu'eux. Tout simplement parce qu'on ne peut pas. Alors, fort de ça, essayons de définir un petit peu plus la fonction RH et puis après on va passer à notre sujet et vous verrez, il découle assez naturellement de ça. Voilà, notre fonction, elle est un peu ça. C'est une fonction qui doit être à la fois neutre, qui doit être distante et qui doit être prête à la confrontation. Neutre, ça veut dire qu'à un moment donné, on est confronté à un certain nombre de situations d'organisation. Eh bien, on est celui ou celle qui, par rapport à des confrontations de business, des choix politiques, des orientations stratégiques, doit avoir une forme de neutralité qui permet d'apporter un petit peu plus. Moi, je dis toujours à mon boss, quand il me dit « Serge, on va tourner à gauche », ma première question, c'est pourquoi pas à droite. C'est notre métier. Juste pour aider la discussion. La distance est fondamentale. La distance est fondamentale parce que quand on est trop proche du business, on devient le business. Et on sait que dans des organisations de plus en plus complexes, les enjeux de pouvoir des business, des pays, des organisations font que quelquefois le choix d'un business n'est pas forcément le bon choix pour l'entreprise. Le choix d'un pays n'est pas forcément le bon choix pour une organisation, etc., etc. On doit toujours garder cette distance. Toujours. Et puis, finalement, on a une fonction de confrontation. On ne doit pas avoir peur de la confrontation. On nous dit souvent, évitez de faire du bruit. Non, notre métier, c'est un métier de confrontation. Si on veut amener des solutions, souvent on doit créer le problème. Parce que le problème ne se voit pas, ou du moins n'est pas tangible et perceptible. Donc voilà, pouvoir, politique, distance, neutralité, confrontation, quelques mots qui
qui pour moi sont clés dans la fonction RH. Alors voilà, maintenant on arrive dans le e-contexte. J'avais mis à l'origine dans l'e-monde, je me suis rendu compte que ça voulait... Mais c'était... Alors, voilà ce qui nous arrive. Et ça, on le vit tous les jours personnellement, professionnellement, etc. etc. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est bouleversée par toute une série de choses. D'abord, le temps. Le temps a complètement explosé. Le temps est complètement redéfini. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, les technologies de l'information ont fait exploser les références sur lesquelles l'entreprise s'est construite pendant des décennies, voire des siècles. Une unité de temps, une unité de lieu, etc. etc. Le temps n'existe plus. Le temps à 24 heures, le temps même à quelquefois plus que 24 heures par jour, à cause des décalages horaires. Le temps était monté en série, il est maintenant en parallèle. C'est-à-dire qu'avant, je faisais un truc, puis j'en fais un autre, puis j'en faisais un autre, puis j'en faisais un autre. Maintenant, j'en fais plein en même temps, etc. Donc ça met déjà une énorme pression sur l'organisation qui fait que ceux qui sont le plus à même de gérer le temps sont ceux qui ont le plus de pouvoir. Alors, le temps se raccourcit également. Ça, c'est dramatique. Ça met une pression phénoménale sur les entreprises. C'est qu'avant, on devait prendre une décision. On disait, est-ce que tu pourrais me donner ta réponse dans 3 semaines? Maintenant, c'est est-ce que tu pourrais me donner ta réponse? Et on est là, j'attends. Et voilà, le temps de la réflexion a disparu. Ou du moins, je réponds en même temps et je réfléchis. Etc. etc. Donc, l'ensemble des outils qui sont mis aujourd'hui à notre disposition ne font qu'accélérer le temps. Et le futur ne sera que sur l'accélération du temps. L'entreprise n'a plus de lieu, ou de moins en moins de lieux. Là encore, avant, en tant que salarié, je m'accrochais à un bureau, je m'accrochais à un endroit, je m'accrochais à plein de choses que je pouvais voir, que je pouvais toucher, qui étaient complètement concrètes. Voilà. Aujourd'hui, déjà, l'entreprise devient poreuse. Vous savez, poreuse, ça veut dire que pendant longtemps, passez-moi encore l'expression, mais on a quand même raconté pas mal de conneries aux salariés. On appelait ça la communication interne. Alors, tu l'as pas dit, mais j'ai la chance d'être aussi responsable de la com. Mais pendant longtemps, on avait le message stratégique, vous savez, on rassemblait les employés, on disait « Voilà ce qui se passe dans notre entreprise ». Puis tout le monde disait « Ah ouais, punaise, tout ça, c'est bien ». Maintenant, quand vous arrivez, voilà ce qui se passe dans une entreprise, vous avez tout le monde dans la salle. Alors, il est en train de me raconter des conneries. Il dit que tout va bien, mais on est en train de virer là. Là, l'action s'est cassée la gueule. Voilà. L'entreprise est devenue poreuse, dans les deux sens. Hein. Donc l'information fait qu'aujourd'hui, un réflexe culturel sur lequel on a bâti nos organisations, même pire, sur lequel on a bâti nos managers, eh ben, est en train de complètement exploser. Et quand je te dis quelque chose, tu devrais me faire confiance. Oui, attends 30 secondes. Je vais vérifier. Ça, moi, je le vois. Hein. Donc, nos managers qui ont été montés, gonflés, formés pour « vous êtes les leaders charismatiques, on doit vous suivre » et vous avez la parole, bah, aujourd'hui, ils se rendent compte que quand ils ont 60 personnes dans la salle et qui disent « les petits gars, on y va dans ce sens-là », vous en avez 60 qui sortent leur iPhone et qui regardent. Déjà, je vais voir si j'y vais, qui c'est le gars que j'ai en face de moi, etc. etc. Ça, c'est un changement lié aujourd'hui à la technologie. Ça s'appelle le scepticisme. C'est grec aussi, mais ça s'appelle le scepticisme. C'est-à-dire que pendant des années, on croyait à l'engagement du salarié au sens anglophone du terme. Vous êtes motivé par l'organisation, je vais vous raconter encore une belle histoire, etc. Eh bien aujourd'hui, nous avons des générations sceptiques. Et là encore, ces générations sceptiques, elles ne sont pas liées à l'âge. Hein. Quand on parle de Next Generation, souvent on dit c'est la White Generation, etc., etc., c'est des trentenaires, des vingtenaires, des je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. La beauté ou la crainte, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de cette réflexion, elle s'étend partout. J'ai la chance d'être maire adjoint de ma commune et je m'occupe de l'éducation. Il y a 8 ans, ou 7, non, il y a 5 ans, on a lancé des ateliers
pour les personnes âgées pour apprendre à Internet. Voilà. On a eu plein de monde. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. C'est pas qu'ils sont morts. C'est qu'ils ont appris. C'est qu'ils en ont juste plus besoin. Et que ce scepticisme, moi j'ai un oncle qui a 87 ans, qui est sur Internet, et quand son médecin lui dit quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Je vais voir sur mon Mac. 87 ans. Donc, voilà, l'entreprise est poreuse, elle est souple, elle change de forme à peu près tous les 10 mois, et puis elle est intangible, de plus en plus intangible. C'est quoi votre entreprise? Montrez-la moi, touchez-la, etc. Non, aujourd'hui, c'est une notion, c'est une marque, c'est plein de choses. C'est un halo, c'est un network, c'est un réseau de plein d'entités. Donc ça aussi, ça n'était pas possible, ça n'a jamais été possible sans les technologies de l'information. Et puis là-dedans, se renforce, on est sur un des énormes enjeux aujourd'hui des technologies de l'information, c'est la bourse. On l'oublie, mais aujourd'hui, ce qui est à l'origine de beaucoup de critiques sur le monde financier, c'est le développement et la montée en puissance des systèmes d'information. C'est-à-dire des choses qui sont capables d'être faites aujourd'hui n'étaient pas capables juste il y a peut-être 2 ou 3 ans, à cause de la puissance des ordinateurs, etc. etc. Donc, ce renforcement de l'univers financier met une pression monstrueuse sur nos dirigeants qui font que, la direction générale à laquelle on doit appartenir souffre de myopie. C'est normal. On voit bien de près, pas de loin. C'est aujourd'hui le contexte dans lequel on est, et encore une fois, il ne serait pas ce qu'il est, il ne pourrait pas être possible sans un certain nombre d'outils et de systèmes. Et puis, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est notre faute, entre autres. Vous devez être des super leaders, des super managers, des experts, motiver vos équipes, les engager, savoir les recruter, les connaître par cœur, les aimer, les garder, leur donner envie, les virer. On en a fait des super-héros. On a transformé le métier de manager en métier de super-héros. Et vous savez combien les geeks, aujourd'hui passionnés d'informatique, adorent les super-héros. C'est moins rigolo quand on commence à virer les gens comme dans des jeux vidéo. Par SMS. Et on a plein d'histoires comme ça. Moi j'en ai vu, j'en ai entendu. Où, effectivement, je suis un super-héros parce que l'entreprise m'a donné des dizaines, des centaines de formations pour m'expliquer que j'étais un super-héros. Que tout le monde comptait sur moi. Puis à côté de ça, on fait rentrer une génération qui a l'habitude, en gros, de tuer 1000 ou 2000 ou 5000 personnes par jour via écran. Et ça, en plus, rigolo. Parce qu'ils explosent, il y a du sang partout. Et on a la confrontation de ces deux mondes. C'est-à-dire qu'on a vraiment créé un syndrome du super-héros. Je ne peux pas avoir besoin de formation, sinon je suis faible. Je ne peux pas avoir besoin de demander de l'aide à quelqu'un parce que sinon je suis faible. Je ne peux pas être devant mon équipe et lui dire « je ne sais pas parce que sinon je suis faible ». Et vous savez quoi? Batman n'est pas faible. Le seul problème, c'est quand nos Batman sautent par la fenêtre, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'aile. Souvent trop tard. Ça s'appelle des erreurs managériales. Et ils ne sont pas heureux dans leur job, ils font des conneries, etc., etc. Mais là, encore une fois, on a une rencontre d'une culture et d'un message d'entreprise. Soyez des super-héros. Eh bien non, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui marche en entreprise. Je vous laisse lire. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'information, par chance, rend toute une génération sceptique. Et c'est vraiment positif, le scepticisme au sens philosophique du terme, qui fait que je questionne ce qui est en train de m'arriver. Et en tant qu'entreprise, quand on y est, ou quand on est dans un métier de ressources humaines, on doit comprendre ça. On doit comprendre ce scepticisme. On doit comprendre cet environnement qui fait que si on amène encore des réponses qui sont les réponses que l'on amenait le siècle précédent, voire que l'on amenait il y a 10 ans, on va se retrouver en face de cette tête-là, qui vient de dire «
Mais vous savez quoi? Le problème, c'est que si aujourd'hui je prends les dirigeants d'entreprise, 90% sont issus de la génération passée. Et j'ai dit là, j'aurais pu dire les. Hein. C'est-à-dire que on a une génération de dirigeants d'entreprise qui ont été formés dans un contexte culturel complètement différent. Mais le pire, c'est pas qu'ils aient été formés dans ce contexte culturel différent, c'est que ça a marché. C'est-à-dire que le modèle fonctionnait, voire même le modèle fonctionne encore. C'est ce qu'on appelle une transition culturelle. Donc, pourquoi changer? Pourquoi me remettre en cause? Puisque c'est ce que l'on m'a appris, 1, c'est ce qui m'a fait réussir, 2. Puis 3, c'est encore ce qu'on me demande de par cette myopie managériale, etc., etc. Et quand on a ces 3 éléments-là, ben voilà le rôle de la fonction RH. Notre rôle, si on veut vraiment prendre ce pouvoir politique, c'est à un moment donné de confronter nos organisations par rapport à cette dimension-là. Et on est aidé en cela par eux. Et ils ont l'air motivés. Hein. Alors, ça on le connaît, c'est en gros ce qui va changer. Et là-dedans, tout a changé. La relation entre l'entreprise et le management, la relation entre le management et les salariés, la relation entre les salariés et l'entreprise. Aujourd'hui, l'ensemble de ces dimensions sont remises en cause, partout. C'est notre métier. Nous, on est au milieu. On n'est pas une des flèches. On est le milieu. Et c'est là-dessus que l'on doit travailler. Alors, voilà. Maintenant qu'on a vu RH, maintenant qu'on a vu l'environnement, bah, essayons de voir comment la rencontre des deux se passe. Est-ce que vous connaissez Fast Company? Fast Company, c'est un magazine américain, c'est le magazine de la génération Internet. C'est le magazine des startups. C'est le magazine de la Silicon Valley. C'est le magazine, si vous avez une chance de feuilleter, vous allez voir un bouillonnement culturel, un bouillonnement intellectuel. On va dire, entre guillemets, c'est le magazine culturel de tout ce mouvement d'entreprise et de cet entrepreneuriat qui est en train de naître ou qui est né. C'est un magazine qui a 8 ou 9 ans, peut-être un petit peu plus. Et voilà ce qu'ils mettent en couverture d'un de leurs magazines. Je traduis. Pourquoi je déteste les RH. Donc c'est le magazine de la cible dont on parle qui est en train d'écrire noir sur blanc pourquoi je déteste. Est-ce que vous avez déjà lu cet article? Si vous voulez rester dans la fonction RH, ne le lisez pas. Mais je vais vous en montrer un petit peu. Comme ça, si vous êtes encore motivé après, on ira boire un pot. Parce qu'il... Alors, je vous encourage fortement à le lire. Il y a tout dans ce magazine. Enfin, dans cet exemplaire. Dans les autres aussi, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais celui-là, il est assez marrant. Enfin, marrant. Pourquoi, en gros, pourquoi on est si inutile? C'est ce que vous avez marqué là. Hein. J'ai résumé. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. C'est pourquoi les entretiens d'appréciation sont si... Et là j'ai essayé de mettre un truc positif. On va aller un petit peu plus crescendo, parce qu'après, ils parleront de nous en tant que personne. Hein. Là, pour l'instant, ils parlent de nous en tant que métier. Voilà, pourquoi on doit être souvent, en gros, on doit servir le CFO, pourquoi on a une communication qui est complètement hors de la réalité, etc., etc. Pourquoi on a des process qui servent à rien, pourquoi on a du papier partout, et voilà, en gros, les gars, pourquoi vous êtes inutiles? En gros, à quoi vous servez? Ça, c'est dur, hein. Il fait 8 pages l'article. Donc, encore une fois, là j'ai mis la partie positive. Donc, mais ce qui est important dans cet article, c'est sa provenance. Il vient de ce qui est aujourd'hui fait partie de ces fameuses bibles comme la Harvard Business Review, qui est beaucoup plus académique, mais en gros de ce magazine qui est celui que l'on se passe sur les campus de la Silicon Valley. Alors, pourquoi? Parce que
Ça, c'est une étude qui a été faite il y a quelques années par Hewitt, avec un objectif qui était de dire, dans la fonction RH, et là, c'est en gros quand il y a un gros changement. Ce changement, ça peut être une fusion, ça peut être un changement d'organisation, etc. Qu'est-ce qui est important? Voilà. Et puis, qu'est-ce qui est complexe dans le métier RH? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est complexe? Et ils ont interviewé un certain nombre de DRH de par le monde, et puis ils ont essayé de faire un ranking de qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui est important. Donc quand c'est pas important, ça veut dire que ça sert à rien. Puis quand c'est pas complexe, ça veut dire que c'est facile. Voilà. Alors, quand vous voyez les réponses, bah vous vous dites que quand on regarde la définition, et si je reprends mes étudiants en RH, quand ils disent ils font du recrutement, ils font du training and development, ils managent les performances, etc., ils cherchent à retenir les employés, ils font de la communication, regardez où c'est. En gros, c'est dans pas important, pas complexe. C'est là. Hein. Ça, en gros, en résumé, c'est pas bien. C'est pas qu'il faut pas le faire. C'est qu'en termes de pouvoir, en termes d'influence, ouais, ok, c'est de la mécanique. C'est ce que j'appelle de l'outillage. Si vous faites ça, c'est très bien. Mais en gros, vous faites quelque chose qui n'a pas d'importance et qui n'est pas compliqué. Et là, ce n'est pas nos amis de Fast Company qui le disent. Hein. Ça a été fait en Europe. Hein. Et puis, quand vous remontez un petit peu plus en haut, compliqué et important, tout en haut, vous avez le truc rouge, la culture d'entreprise. Tout ce que l'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant, c'est de la culture d'entreprise. Ça n'est rien d'autre. Rien. Donc, voilà, si on veut arrêter de croire que notre métier, c'est ça, on doit se présenter comme ça. Alors, on me fait signe qu'il reste 5 minutes, je vais accélérer. Et nous? Voilà, regardez bien l'image, elle est assez amusante. Je ne voudrais pas que ce soit ça la fonction RH. Vous voyez, le vélo, en fait, on peut le voler très facilement. Voilà, alors ça, maintenant, ils parlent de nous, nos amis de Fast Company. En gros, on est idiots. C'est la première phrase. On n'est pas les plus intelligents. Si vous êtes ambitieux, vous ne travaillez pas dans la fonction RH. C'est marqué, hein. C'est marqué. C'est pas moi qui le dis, hein. Donc en gros, on n'est pas forcément les plus intelligents. Si vous êtes ambitieux, en gros, vous n'allez pas travailler dans les ressources humaines. Alors il y a des gens intelligents, mais pas des gens business, etc., etc. Voilà. Celle-là, elle est pas mal. Hein. En gros, ils se sont plantés, mais pas assez pour être virés. Hein. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas que c'est vrai à 100%. Je dis simplement que cet article, il circule partout. Alors, pour terminer, bah voilà. Il y a plein de choses que l'on fait bien, il y a plein de choses que l'on ne fait pas, mais aujourd'hui, on doit changer notre posture. On ne doit pas forcément changer techniquement ce que l'on fait, peut-être un petit peu, mais on doit changer la posture de ce que l'on fait. On doit se présenter différemment. C'est ce que l'on attend de nous, c'est ce que l'entreprise doit attendre de nous. L'autre jour, c'est jeudi dernier, j'étais à l'EPFL et je suis intervenu sur l'employabilité avec des jeunes ingénieurs et puis on a eu un cocktail et l'alcool aidant. Plusieurs étudiants sont venus me voir. Ils m'ont dit, Monsieur Panzuc, l'autre jour, on a eu un recruteur qui est venu et qui nous a dit, vous savez, moi, j'ai refusé des candidats en regardant leur profil Facebook. Vous en pensez quoi? Donc, ma réponse, l'alcool aidant, ça a été de dire, quel con. Mais, je ne l'ai pas dit. Enfin, si, je l'ai dit. C'est typiquement un exemple. C'est typiquement un exemple d'ingénieurs de l'EPFL brillants qui sont des lecteurs de Fast Company, à qui on dit en face, les gars, je ne vous recrute pas à cause de votre profil Facebook. Choc des mondes, choc des cultures, incompréhension.
Alors il me dit, mais ouais, parce que vous vous rendez compte, il nous a dit, moi j'ai vu des jeunes sur leur profil Facebook, on avait vu qu'ils étaient bourrés. Ah ouais. Ben, je dis, ben, moi aussi ça m'est arrivé d'être bourré. Et si la personne en question croit qu'il n'y a personne dans son entreprise qui est bourré un soir, là on nage dans la naïveté qui confine quelquefois à rien. Mais c'était ça. Voilà. Donc on doit changer de posture. Mais on doit aussi faire attention à quelque chose. Tous les outils aujourd'hui qui sont mis à disposition de l'entreprise sont des outils ultra démocratiques ou le début d'une dictature. Tous. On peut fliquer tout le monde avec son téléphone, on peut regarder les horaires, on peut faire toute une série de choses. On peut transformer l'entreprise, et il y en a certaines qui sont déjà dans ce cas-là, en dictature absolue. Puis on peut la transformer en joyeux bordel, etc. Notre métier, c'est l'équilibre. Mais on doit faire attention de toujours garder à l'esprit que notre métier, c'est pas d'aimer les gens, c'est de faire en sorte que la dimension humaine corresponde à la performance attendue dans l'organisation, qu'on fasse ce lien. Et qu'aussi, une dictature n'a jamais réussi. Et on doit faire extrêmement attention à ça. Donc on doit aussi être, même par rapport à nous-mêmes, on doit apprendre à se contrôler. Et l'exemple que je viens de donner sur Facebook en est un. Alors voilà, pour moi c'est ce que l'on doit faire. Regardez le dernier. Le dernier, c'est sur les conflits sociaux. Alors vous allez me dire, en Suisse, il n'y a pas de conflits sociaux. C'est vrai, pour l'instant. Mais quand ça va arriver sur Internet, on va tous rigoler. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des sites qui permettent d'évaluer ces managers. Ils sont très utilisés aux États-Unis. Ils vont probablement un jour se développer ici. Mais voilà notre métier. Construire le digital leader. Apprendre comment on gère dans ce nouveau contexte. Ça, c'est notre métier. Le civisme d'entreprise, c'est ce que je viens de dire. Et ben voilà. Le pouvoir de la fonction RH se construira sur sa capacité à se démarquer des autres fonctions et à se faire remarquer par ses spécificités et non plus en essayant d'être comme les autres. Acceptons d'être différents. Sortons de cette espèce de complexe dans lequel on s'est mis et dans lequel le business nous a mis en disant « Hey, tu connais rien, t'es pas le business. » D'accord, ok, je connais rien, mais je connais autre chose. Et en guise de conclusion, bah voilà. On doit faciliter la vision. On doit agir en pouvoir caché. Et puis, on doit être un agitateur culturel. Ça, c'est notre métier. Et si vous regardez en guise de conclusion l'image que j'ai montrée avant, on me demande tout le temps qui est le DRH parfait. Et je prends toujours l'image du fou du roi. Le fou du roi, au Moyen-Âge, c'est une fonction qui a été créée par un roi. Le roi était entouré de chevaliers. Chacun des chevaliers avait des châteaux, des armées, etc. Donc chacun pouvait déclarer la guerre à l'autre et ça commençait à être embêtant. Et surtout, chacun voulait le poste du roi. Donc, il y avait le pouvoir absolu. Si tu parles, je te coupe la tête. Ça, c'était la première façon de gérer le pouvoir. Et puis un jour, il y a eu un roi qui a dit « je vais créer un rôle. Je vais créer le rôle du bouffon. » Le bouffon, ça va être la seule personne qui va pouvoir me dire la vérité. Mais je vais l'habiller ridiculement pour ne pas me sentir menacé. Intéressant. Le bouffon a pris un pouvoir énorme dans le système politique de ces royaumes. C'était la seule personne qui était autorisée par la loi royale à aller voir le roi et lui dire « tu déconnes ». Et il ne risquait pas de se faire couper la tête. Par contre, dès qu'un seul de ses pairs chevaliers se permettait de dire un quart de ce qu'il avait dit, il terminait écartelé, brûlé, mangé par les chiens, etc., etc. Donc il a pris un pouvoir énorme. Et il y a une histoire très intéressante, c'est qu'il y a certains fous du roi qui ont commencé à négocier ce pouvoir. En disant, ben moi je suis prêt à dire quelque chose de bien sur toi si tu me files des pièces d'or, un cheval, une femme, etc., etc. Et ils sont devenus très riches. Et comme par hasard, on leur a coupé la tête. Parce qu'ils sont devenus un pouvoir plus caché. Ils sont devenus un pouvoir. Donc notre métier, c'est d'être un